mais c'est un problème de riches, parce que si on en est là, c'est parce que les pays qui sont aujourd'hui dits développés, c'est eux qui ont eu des décadences pendant des années et des années, enfin des dizaines d'années, qui ont amené à des situations comme ça. Et aujourd'hui, oui. Pourquoi white c'est parce que ceux qui sont souvent à la tête des projets, c'est souvent des personnes blanches, tu vois, et encore plus des hommes blancs qui vont pour un meilleur monde, mais au final, on voit que derrière, l'impact, il est pas aussi... il est pas... Bienvenue dans Domino Podcast, le podcast dédié à l'exploration des technologies du Web3, de la blockchain et des crypto-monnaies. Si tu es curieux et que ces sujets t'intéressent et que tu souhaites en savoir plus, tu es au bon endroit. Je me présente, je suis Samuel Vico, professeur, entrepreneur et podcasteur. Dans Domino Podcast, nous allons explorer ensemble le potentiel de ces nouvelles technologies et discuter des applications, des défis et des opportunités qui en découlent avec des professionnels et des passionnés. Sans plus tarder, déclenchons l'effet domino. Salut Vincent. Hello Samuel, comment ça va ? Très bien, et toi ? Écoute, on est là. Donc tout va bien. C'est un plaisir de te recevoir sur le podcast. Ça fait un petit moment qu'on se croise, qu'on se connaît, qu'on a partagé des conférences ensemble. Oui, c'est vrai, quelques-unes. Ouais. C'est ça. Et aujourd'hui, je pense que le sujet va être super intéressant. On va parler donc de Regenerative Finance. Ouais. Mais avant ça, on aimerait parler de toi du coup. Okay. Est-ce que tu peux te présenter pour le public ? Comment tu aimerais que le public te connaisse ? C'est une très bonne question. Comment est-ce que tu as envie que les gens te connaissent ? Non, moi Vincent, 25 ans, donc assez jeune, mais... Sérieux, tu sais, j'ai toujours cru que t'étais plus vieux que moi. Ouais, pas du tout. Alors que moi aussi, on pense vraiment l'âge, mais ouais. Je pense que c'est les marques de la blockchain, tu vois, ça fait 7 ans, ça creuse, on se laisse aller. En fait, pour la petite histoire, moi je viens de la frontière franco-allemande, j'ai fait toutes mes études en Allemagne, enfin mon collège, mon lycée en Allemagne, dans les lycées franco-allemands. J'ai voulu rentrer en prépa ingénieur, mais finalement j'ai un ami qui allait à un opening d'une école de commerce qui est l'EDEC pour les bachelors, et il m'a dit mec, ça va être trop bien, on va pouvoir faire la fête. J'ai fait ok. Du coup je suis parti en bachelor en école de commerce parce que je m'intéressais pas mal à la finance, etc. J'y suis resté 1 an et demi, 2 ans, j'étais en Corée du Sud, et en revenant j'ai décidé d'arrêter parce que je comprenais pas trop l'intérêt. Ouais. Je me suis dit autant aller faire des choses. Et ça, c'était en 2016-2017. C'est à ce moment-là que j'ai découvert d'ailleurs les cryptos, et je suis sûr qu'on en parlera. Et à partir de là, moi je pars toujours partir du principe de quand quelqu'un a besoin de quelque chose, tu apprends. Et on a un réseau de recherche qui est magnifique, qui s'appelle Google. Ouais. Et donc j'ai décroché des premiers clients pour des sites web, pour des pubs, web marketing, tout ce que tu veux. Je ne savais rien faire et j'ai appris. C'est bêtement. J'ai fait ça quelques années et après à partir de là, depuis 2019-2020, enfin même avant 2018, je faisais de la formation à Lille à la blockchain pour des corpos, pour principalement des enjeux de supply chain. Donc c'était vraiment je suis très très fort, très très à fond dans le B2B parce que c'est ça qui m'intéresse particulièrement. Et de fil en aiguille, j'ai rejoint SmartChain à ses débuts, qui est une boîte de conseil, une ESN. On fait du dev pour tout type de projet, et ça a amené à monter Cardashift et Rebel. Aujourd'hui, je suis un peu actif dans plein de petits écosystèmes, principalement autour de la blockchain pour le bien commun, parce que j'estime qu'une technologie aujourd'hui doit servir si elle sert à quelque chose, c'est qu'elle sert à faire du bien. Top. Sinon, elle ne devrait pas servir. Formidable. Du coup, t'as pas fini les études parce que pas trop d'intérêt, et directement tu t'es lancé vraiment dans la blockchain. Est-ce que la blockchain a été l'un des facteurs qui t'a dit non, j'arrête les études parce que en fait il n'y a rien qui enseigne la blockchain, et du coup je vais me renseigner et je veux rentrer dans cet écosystème parce que c'est le futur, ou est-ce que tu l'as découvert après ? Alors je l'ai découvert avant d'arrêter, effectivement. J'ai eu la chance d'avoir un copain de promo qui est Owen Simonin Asher, qui m'en a parlé en 2016, je crois, pour la première fois. Okay. Il m'a dit intéresse-toi à Bitcoin. Sur le coup, j'ai dit Du coup, prochain invité Owen, c'est ça sur le podcast. Alors, je peux lui demander. Il est assez open, même s'il est busy. Il est très très busy. Mais en fait, j'ai eu cette chance-là. C'est pas pour autant que j'y suis rentré tout de suite. Laissé un peu de temps, et en fait
j'ai principalement voulu entreprendre, j'ai voulu gagner mon argent, j'ai voulu aider des gens et j'ai estimé que je servais à rien, être en cours, écouter un prof, lire un PowerPoint. Donc je me suis dit à partir de là, je vais faire des trucs et j'ai commencé par le web marketing. En parallèle de ça, j'ai commencé à investir effectivement en crypto. Ok. Mais j'avais déjà une règle, parce que je m'amusais à trader sur des CFD avec des leviers, donc des trucs horribles. Vraiment, jamais j'ai refait ça. Et moi aussi, je me suis cassé les dents là-bas aussi. et c'était une horreur, quoi. Et en fait, du coup, j'ai dû lire avant d'investir, j'ai voulu lire le paper de Bitcoin. Et j'ai assez vite tilté, ok, il y a quelque chose. Il y a vraiment quelque chose. Cette idée d'une monnaie, ou en tout cas d'une réserve de valeur qui ne peut pas être contrôlée d'une certaine manière par des entités centrales. Je me dis, ok, il y a un truc. Et en fait, dans ces lectures-là, c'était au tout début d'Ethereum. Et là, j'ai vu les smart contracts. Et c'est là où j'ai eu le déclic. Moi, c'est, ok, donc maintenant, on me dit, j'ai une base de données immuable sur laquelle je peux venir mettre des logiques qui me permettent de créer tout et n'importe quoi. Là, il y a quelque chose. Il y a vraiment quelque chose. Et c'est ça qui m'a fait rentrer dans le rabbit hole. Et j'ai lu, et voilà quoi. Ok. Du coup, toi, ton rabbit hole, c'était vraiment le fait de découvrir le potentiel de la blockchain. Ouais, le potentiel technologique. En fait, je suis assez fan de toutes les problématiques des chaînes de valeur, supply chain au global, des entreprises qui ont des supply chains extrêmement complexes, dans l'automobile ou autre. J'adorais ça à cette époque-là. Et en fait, il y a énormément de problèmes sur l'asynchronisme entre les informations, la valeur, le passer de main en main. Il faut le transfert de propriété, etc. Et en fait, je me suis dit, là, il y a un potentiel de réussir à tout agréger et à fluidifier tous ces systèmes-là grâce au smart contract. C'était le tout début aussi, on commençait à me parler même des gens en 2017-2018. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est récent, mais les ZK-proof, zero knowledge. Donc, savoir, ça date d'il y a tellement longtemps, mais donc j'ai découvert tout ce champ-là et j'ai fait, ok, ça va être ouf. Je sais que ça va être une des technos de demain. Ce sera avec l'IA, ce sera avec l'IoT, mais faut pas passer à côté. Et, puis accessoirement, les communautés étaient marrantes, puis on s'amusait bien, quoi. Ok, je vois totalement. C'est aussi le kiff dans lequel je suis, donc je comprends. Du coup, ça c'est ton parcours. Aujourd'hui, ça t'a amené à être. C'est quoi tes positions actuellement? Tu fais pas mal de choses. Du coup, qu'est-ce que tu fais exactement? C'est une très bonne question. Souvent, je me refais la liste, je me dis, je fais trop de choses. J'ai SmartChain, qui est la boîte de conseil dev. On est 35 à Paris, on bosse pour tout type de clients, principalement sur des environnements EVM, donc Ethereum & Co, même si on a fait pas mal de Tezos. Ça, je suis passif aujourd'hui. J'étais au début, mais je suis plutôt passif maintenant parce que j'ai plus le temps. Et mon vrai focus reste sur Érable, qui est anciennement Cardashift, qui est... je sais comment on parlera, mais une plateforme de financement principalement pour des sujets d'économie circulaire. Et à côté de ça, je commence à aussi m'ouvrir l'esprit à d'autres sujets. J'ai monté un groupe en France sur la finance régénérative avec Blockchain for Group, Jacques André et Jeanne Bloch. On a commencé à faire ça il y a une petite année. Sur le podcast. Ok, aussi, cool. Donc ça, c'est des petites choses. Je suis pas mal impliqué dans Gitcoin, qui est une des plateformes de financement des biens communs open source sur Ethereum. Et je commence à rentrer dans 2-3 DAO à droite à gauche. Mais après, faute de temps, j'essaie aussi d'avoir une vie perso. Mais c'est à peu près principalement ça. Ok. Donc là, aujourd'hui, quand même, ce qui te prend le plus de temps, Érable, comme tu veux. Ok. Mais du coup, ma question, c'est... Avant Érable, c'était Cardashift. Qu'est-ce qui a fait le shift, du coup, à Érable, et pourquoi ce nom? Alors, pour la petite histoire, Cardashift, on s'est lancé en septembre 2021, et on a fait une ICO en fin janvier 2022, sur Cardano. On a été un des tout premiers projets à deployer sur Cardano, qui est une chaîne que tout le monde en parle, mais personne ne sait jamais ce qui s'y passe parce que c'est un peu obscur, c'est très académique, c'est la R&D profonde, et ils sont lents parce qu'ils prennent les choses dans un sens qui n'est pas entrepreneurial, plutôt dans un sens qui est de la recherche académique, et ils disent quand je veux construire une autoroute, je réfléchis avant de poser la route. Ce qui est bien ou pas bien, on peut en parler, mais bref, on s'est lancé.
initialement, le postulat de départ, en fait, il n'a pas trop changé. C'est ce qu'on se disait, c'est aujourd'hui, il manque des trillions tous les ans pour la transition écologique notamment. Donc il faut trouver des nouvelles manières de rediriger l'argent vers les sujets de transition écologique. Et on pense que la technologie peut être un facilitateur de ça. Ouais. En tout cas, c'est une conviction qu'on peut porter. On dit, on a des outils technologiques qui nous permettent de réinventer de nouveaux produits financiers, d'investir en direct, de créer plus de liens. Ok, on savait pas trop où on allait, mais on savait qu'il y avait quelque chose à faire. On a fait une ICO, ça s'est bien passé, c'était la fin du bull run. On a bossé comme des acharnés pendant quelques semaines, à pas dormir, pour générer de la hype, ce que je referai plus aujourd'hui, parce que ça dévoue un peu le pourquoi tu fais les choses. Ok. Et du coup, après, on a voulu se lancer. On a fait un premier batch de projets, donc on a présélectionné sur 200 projets qui ont candidaté, on en a présélectionné 10 qui ont été votés par notre communauté. Et sur ces 10-là, on en a trouvé 2 qui sont Revolve Pixo, qui sont aujourd'hui les projets qu'on accompagne, par exemple. Ça fait partie des projets qu'on accompagne. Une fois que tout ça a été fait, on a dû build. On a dû build, du coup, la solution. Et là, on a eu plusieurs enjeux. C'est que Cardano, le marché était complètement retourné. Encore moins de liquidité qu'avant sur Cardano. La technique, en fait, on s'est rendu compte qu'on n'était pas là pour faire la R&D de Cardano. Nous, on est sur la couche très applicative. Nous, on veut des usages. Et on estime qu'il y a des boîtes et des équipes qui sont beaucoup plus fortes dans la tech profonde pour aller faire ces premières étapes. Et en fait, on était trop loin. À chaque fois que je voulais faire quelque chose, j'étais « Ah ouais, mais ça va me prendre 6 mois, tant d'argent. » Et je sais même pas si c'est... Enfin, je veux juste tester mon marché. Et en fait, beaucoup trop de complexité. On a eu une déconvenue un peu rigolote, c'est qu'on s'est fait débaucher notre CTO, développeur Haskell, par IOG, qui est la boîte qui développe le core protocole Cardano. D'accord. À partir de là, tout était compliqué. Et en fait, de fil en aiguille, on s'est dit à un moment donné, on n'est pas là pour réinventer la roue. Nous, on veut apporter de l'usage, on a des trucs vraiment très concrets qu'on veut poser. On a besoin de pouvoir aller vite. Et où est-ce qu'on est bon ? On est bon sur EVM. Parce qu'il y a notamment Smart Chain qui était dans la boucle et qui a des compétences là-dedans. Donc on s'est dit, tant pis. Moi, ça m'a fait très mal au cœur. On est plusieurs d'avoir été toujours très fans de Cardano, je le suis toujours, mais on s'est dit, pragmatiquement, on a un business à faire tourner. Il faut qu'on montre du volume, il faut qu'on montre, on fait du financement, donc il nous faut des bons projets, des investisseurs, et il nous faut la bonne tech au milieu, et on n'était pas en capacité de la délivrer correctement, donc on a décidé de se rebrander, d'aller sur Polygon. On a profité pour faire aussi, en toute transparence, un peu de cleaning en interne, parce qu'il y a des alignements divergents. Tu as parlé du fait de créer une hype, et que tu le referais plus forcément. Qu'est-ce que tu peux en parler ? Parce qu'aujourd'hui, tout tourne autour de ça. Aujourd'hui, un projet Web3, c'est tu fais ton projet, tu dois faire en sorte que tu as une communauté, tu crées une hype, tu joues sur le FOMO. Tout se joue aujourd'hui sur le FOMO, j'ai l'impression. Parle-moi un peu du projet et comment est-ce que les leçons que tu en as tirées. En fait, je dis pas que créer une hype est fondamentalement mauvais. Je pense que c'est bien si tu arrives, mais il faut qu'elle soit saine. Là aujourd'hui, quand tu parles, nous on a fait une ICO. Une ICO, les gens vont investir en très early sur un projet qui est certainement souvent juste une idée. Et en fait, s'ils adhèrent pas avec la raison d'être du projet, pourquoi est-ce que c'est fait, s'ils comprennent pas vers où on va, leur seul intérêt c'est de faire un flip, de gagner de l'argent. Je dis pas que c'est mal, évidemment, tu as le droit d'investir pour gagner de l'argent, sauf que quand, dans une proportion de, tu lèves 1 million, il y a 950 000 euros qui sont des gens qui veulent gagner de l'argent et 50 000 des gens qui sont core believers de les gars ils vont dans le bon sens, ils font avancer la technologie. En fait, tu te retrouves quand ça va mal, du coup c'est beaucoup plus compliqué. Parce que tu as beaucoup moins de personnes derrière toi, tu as que des détracteurs. Et en fait, c'est pas sain pour la valorisation de ton token, dans le temps, etc. Parce que les gens n'ont aucun intérêt à le garder. Donc moi, je suis beaucoup plus maintenant dans une logique de dire si tu dois lever des fonds, déjà tu lèves ceux dont tu as besoin. Vraiment, ce qu'on fait aujourd'hui sur Érable, on lève pas des sommes astronomiques, on lève ceux dont les projets ont besoin pour déployer du capital pendant 6 mois, par exemple. Et de l'autre côté, plus que ce que tu as besoin, c'est que tu dois faire venir des gens qui ont vraiment envie d'investir et qui croient dans ce que tu fais. Et oui, tu vas prendre moins d'argent, mais je pense que c'est plus sain et ça va aussi, tu auras une conscience plus tranquille. Parce qu'on va pas te faire chier toutes les 2 secondes en disant où ça en est, pourquoi mon token il a pas fait x100, pourquoi vous pensez pas qu'au token. Je fais non, on est on sort un outil technologique, on sort une plateforme, notre enjeu c'est
des projets et des investisseurs. Le token, ça peut être une conséquence d'eux, mais si je mets le token en premier, bah du coup je fais rien. Ouais. Enfin, je vais juste aller voir des gens et leur faire acheter un truc qui n'a pas une substance assez forte pour que ça soit valorisé sans que ce soit de la hype, quoi. Et de la pure hype. Après, c'est un mix des deux, je pense qu'il faut trouver les bons ratios, parce que c'est bien aussi d'avoir la hype, ça te permet d'avancer plus vite et de bootstrap, quoi. Ok. Et du coup, là actuellement, sur cette partie donc érable, pourquoi déjà le nom érable et qu'est-ce que vous faites exactement si Ouais, tu carrément. bien. Bah, le nom érable, en fait, c'est deux particules, c'est era, able, à la base, et en fait, c'était permettre une nouvelle ère. Ouais. Et en fait, on a vu que ça faisait érable. Au début, est-ce qu'on a vraiment envie d'être aussi Frenchy que ça? Honnêtement. Et puis en fait, on s'y est fait. Et aujourd'hui, on aime bien parce que érable, c'est un bel arbre. Et accessoirement, quand tu le dis en anglais, erable, oui, c'est vraiment permettre une nouvelle ère. Ça fait penser à enable, qui est notre métier. Nous, on permet. C'est ça. Donc on trouvait ça plutôt sympa, et puis finalement on s'y fait, et au bout d'un moment on a réfléchi tellement longtemps sur le naming, on se dit c'est très bien d'avoir un bon nom, d'avoir quelque chose derrière, mais la réalité c'est qu'il faut avancer, et puis c'est qu'un nom. Finalement c'est qu'un nom. Pardon. Et donc qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Nous, comme je le disais avant, le constat il est simple, c'est aujourd'hui il manque... selon les chiffres, on va dire 3 trillions ou 6 trillions à l'année dans la transition écologique, principalement. Tout le monde dit qu'il n'y a pas l'argent. En fait, le sujet pour moi, il n'est pas qu'il n'y a pas l'argent, parce que l'argent, il est là. Le sujet, c'est pourquoi est-ce que les gens n'investissent pas dans la transition. Et accessoirement, si on regarde rien qu'en France, il y a 6 000 milliards d'épargne à dispo, hors action cotée, hors immobilier. Okay. Donc, l'épargne des Français, 6 000 milliards. C'est énorme quand tu réfléchis, juste en France. Ouais. Et donc, vous avez besoin que de... Ça veut dire même pas 1%. Ouais. Non, on veut juste rediriger l'épargne des gens, et en fait en disant, nous aujourd'hui ce qu'on veut permettre, c'est aux gens de leur proposer, on peut leur proposer des solutions d'investissement dans des projets qui ont du sens, et notre enjeu c'est rediriger effectivement cette épargne vers ça, parce qu'on estime que l'argent est déjà là, les projets sont déjà là, des projets qui font des choses très très bien. Vraiment, il en existe. Et donc, du coup, on voulait vraiment travailler sur ça. Ensuite, du coup, en face de ça, on dit, ok, on crée des produits financiers finalement, on crée des produits d'investissement, mais il faut que ces produits d'investissement ils respectent certains critères pour que ce soit intéressant et que les gens aient envie d'investir dedans. La première chose, c'est la transparence. On a besoin de cette transparence, on a besoin de savoir où va l'argent, à quoi il sert. Et là, pour faire ça, ce qu'on fait, c'est qu'au lieu d'investir directement dans des entreprises, on investit dans des actifs. On fait de la tokenisation d'actifs monde réel qui sont déployés par les entreprises derrière. Je prendrai un exemple simple. Je vais avoir HomeCycle, par exemple, qui, eux, ils font un modèle de location de machines à laver. Et donc, du coup, nous, on achète les machines à laver. Que eux déploient. Ils font leur service de déploiement, maintenance préventive, tout l'accompagnement. Mais toi, en tant qu'investisseur, en fait, tu détiens réellement la machine à laver. Ça pourrait être pareil avec des vélos en libre service, où on nous dit qu'on doit arrêter de prendre la voiture, qu'on doit changer, on doit faire du multimodal, etc. Très bien. Mais donc du coup, il faut nous mettre à disposition ces outils-là. Et nous, ce qu'on dit, on prend les objets comme un bien commun. Tout le monde peut investir dedans. Et derrière, que ce soit entreprise A, B, C, D, qui rend l'outil utilisable, enfin l'actif utilisable parce que c'est eux qui ont le service, finalement, ça m'est un peu égal. Parce que moi, mon enjeu, c'est qu'il y ait les actifs à disposition pour les gens pour qu'ils puissent consommer d'une nouvelle manière. Ce qui est le plus gros problème. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas plus d'argent dans la transition? C'est que les gens ne changent pas de comportement. Pourquoi est-ce que les gens ne changent pas de comportement? Est-ce qu'on les encourage vraiment à le faire? C'est une grande question. Donc on avait ce problème, ce point-là. Donc finalement, on fait comme de la tokenisation immobilière, qui est un grand sujet en ce moment. Au lieu de faire des grands buildings, on fait des petites choses du quotidien. Et ça peut être beaucoup dans l'économie du partage, mais... Je veux dire, André, je vois un barbecue là pas loin, ça pourrait être le barbecue du village qui pourrait être financé de cette manière-là, et à chaque fois qu'il y a une utilisation, les investisseurs reçoivent une location, quoi. Enfin, une partie de la location. Pourquoi pas? L'idée, c'est de consommer moins et de se dire qu'est-ce qui est vraiment nécessaire dans la vie et qu'est-ce que je suis obligé de détenir réellement. Est-ce que aujourd'hui, notre société, on n'est pas dans le consommer moins? Alors, on est dans le consommer, soi-disant, mieux, mais est-ce qu'on est dans le consommer moins? Pas tout le monde. Pas tout le monde. Après, je peux être assez fataliste là-dessus, je pense qu'on n'aura pas le choix. Et c'est juste la question, c'est est-ce qu'aujourd'hui on arrive à se mettre dans une position d'être proactif dessus et donc de mettre le cadre pour que les gens aient envie d'y aller.
ou versus est-ce qu'on va plutôt être dans une logique de bah non, en fait, on va attendre les couperets et quand on n'aura plus le choix, ben, tout le monde va souffrir et ça va être vraiment painful, quoi. Ok. Ça va être difficile d'y aller, mais je crois intimement qu'on aura tous pas trop le choix parce que bah, c'est de pire en pire, donc à un moment donné, faut être honnête avec nous-mêmes. Ok. Bah, je pense on va rentrer un peu plus dans ce sujet-là, juste après la pause. Vous commencez à avoir l'habitude. Alors plutôt. Partie 2. Hop. Vous commencez à avoir l'habitude. Là, c'est le moment. Si vous n'êtes pas encore abonné, bah, c'est le moment de vous abonner, de liker. Si vous êtes sur Spotify ou sur Apple Podcast, n'hésitez pas à mettre les 5 étoiles. Ça va améliorer votre karma. En tout cas, nous, ça va nous permettre de pouvoir se faire connaître à un plus grand nombre et d'être mis en avant. Et c'est toujours un petit effort, mais qui compte beaucoup pour nous. Donc, j'espère qu'on vous apporte de la qualité. Et surtout, n'hésitez pas à commenter, à me retrouver sur LinkedIn. Je parle beaucoup sur LinkedIn. Et comme ça, on peut discuter un peu de ces sujets. Et vous pouvez me donner vos feedbacks. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous aimez pas. C'est souvent cool, ça. Donc, on revient un peu à notre sujet. Du coup, aujourd'hui, moi, je voulais vraiment t'interviewer aussi parce que tu es l'une des têtes de ce qu'on appelle la regenerative finance. Qu'est-ce que c'est que la ReFi ? Je vais prendre plusieurs angles parce que c'est un mot-clé ombrelle. C'est un peu un buzzword. Ouais. Je pense que c'est important de le dire. On a cette tendance de devoir mettre des choses dans des cases et de mettre des noms parce qu'on veut souvent se détacher d'autres choses. En l'occurrence, la ReFi, dans la sphère de l'écosystème Web3 de la blockchain, c'est un dérivé de la finance décentralisée qui vient ajouter les principes de l'économie régénérative, qui est quelque chose qui est théorisé depuis au moins 100 ans, si ce n'est plus, qui est comment est-ce qu'on crée un système financier, économique qui réussit à allier le fait de permettre à tout individu d'avoir accès à ses besoins primaires, tout en respectant nos frontières, limites planétaires. Donc c'est le carbone, mais pas que, il y a tous les enjeux autour de la biodiversité, de l'eau, etc. Donc c'est comment est-ce qu'on crée des systèmes où on prend tout en considération. Et donc c'est pas, ça vient pas, à la base, ça ne vient pas de la blockchain. Et souvent on dit, oui, c'est le Web3 a inventé la finance régénérative, que nenni, c'est pas vrai. C'est là depuis très longtemps que des gens qui essaient de théoriser ça. Et ça part de l'économie régénérative, effectivement. Et c'est vraiment cette idée-là. C'est comment est-ce que je crée des systèmes où on arrive à prendre toutes les parties prenantes en considération et tous les vivants. Et le vivant, c'est nous humains, mais il n'y a pas que. Et il ne faut pas que la valeur soit uniquement dans l'extraction, mais aussi dans la régénération, parce que l'extraction n'est pas forcément de prime abord quelque chose de très mal. C'est juste ne faire que l'extraction et ne valoriser que l'extraction. Donc je valorise que le fait de couper un arbre versus le préserver. C'est un exemple bête. Mais en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qui a de la valeur ? C'est couper l'arbre pour le revendre, quelle que soit la manière de le revendre, alors que le planter, le préserver et s'assurer qu'on ait une forêt en bonne santé, en fait, ça a aussi énormément de valeur si ce n'est plus de valeur. Et aujourd'hui, c'est ça le point névralgique, il est là. Il est comment est-ce qu'on valorise ce qui est valorisable. Ouais, et c'est peut-être même mettre en lumière un peu tout ce que ça apporte. J'aime beaucoup, Idriss Aberkan parle souvent d'un truc qui est l'économie de la connaissance, qui est que par exemple les arbres, les espèces nous enseignent énormément de choses. L'hélicoptère s'inspire, donc je sais plus c'était quel animal, mais je sais plus, la libellule. Ouais, sur la libellule. Il y a énormément de nos technologies qui s'inspirent de tech qui existent déjà. Donc, par rapport à toute cette partie-là, c'est savoir mettre en avant quels sont les... Excuse-moi, je couperai un peu ça parce que vu qu'il y avait de la lumière qui arrivait d'un coup, ça m'a fait penser. Je couperai ça. Du coup, je reviens sur... Effectivement, donc, la libellule, 1, 2, 3. L'hélicoptère qui a été inspiré de la libellule. Donc, les espèces nous apprennent énormément de choses par leur particularité, le fait que, par exemple, la photosynthèse, en soi, aujourd'hui, on ne sait pas mieux le faire que les arbres eux-mêmes. En fait, on a
tellement plus de choses à apprendre d'eux, et c'est plutôt savoir comment valoriser ça et le faire rentrer dans l'économie un peu, tout ça, plutôt que, en fait, juste être très bateau, c'est un arbre, c'est du bois, c'est de la ressource, on coupe, on en fait une table. Exactement, ouais. Donc, est-ce que c'est vraiment de ça dont on parle aussi dans la Regenerative Finance, ou c'est l'un des pans? Ouais, je pense qu'on le principe, la finance régénérative, Regenerative Finance, c'est vraiment, ouais, on va laisser à la nature le fait qu'elle est là, et qu'elle est là depuis plus longtemps que nous. Et en fait, c'est comment est-ce qu'on arrive à créer des systèmes où on vit en harmonie avec cette nature, on la détruit pas, on est vraiment dans une logique on arrive à coïncider nos envies humaines avec tout le reste. Après, en toute franchise, aujourd'hui, le fait même d'avoir des villes, c'est potentiellement quelque chose qui n'est pas non plus complètement aligné avec les principes de base d'une finance régénérative et d'une vie dans la régénération, où tu devrais plutôt être dans des micro-communautés locales, etc. Évidemment, on y arrive aujourd'hui. C'est simple. En fait, juste pour prendre le parallèle, parce que je pense que ça aidera à tout le monde à comprendre. Aujourd'hui, on parle d'extraction, de sustainability et de régénération. Ok. L'extraction, c'est on détruit plus qu'on répare. Ouais. Sustainability, c'est maintenir le statu quo. C'est ce que tout le monde nous parle de sustainability aujourd'hui. La sustainability, c'est juste on consomme autant qu'on répare, enfin que la nature le zéro se régénère. carbone, tout ça. Ouais. Et la régénération, par contre, c'est non, on consomme moins que ce qu'on répare ou que ce que la nature arrive à réparer d'elle-même toute seule. Et en fait, aujourd'hui, tout le monde, on commence à dire, en fait, on n'a pas le choix que d'aller vers la régénération si on veut atteindre les accords de Paris, etc. On peut pas se suffire de la sustainability, c'est déjà très bien, mais il faut aller plus loin. Il faut qu'on arrive vraiment à créer des systèmes où on consomme moins que ce qu'on régénère. Et donc ça pose beaucoup de questions. Parce que, déjà là, on est dans un paradigme où chaque année, je crois c'est 3-4 mois avant la fin de l'année, on nous dit que on a consommé déjà ce que la Terre peut régénérer en un an. Donc on a une dette envers la Terre. Maintenant, la dette, aujourd'hui, on en parle de plus en plus. C'est cet aspect lié au réchauffement climatique, cet aspect lié à la montée des eaux, cet aspect lié au dérèglement. Certains disent qu'effectivement, c'est lié à tout ça. D'autres disent que c'est juste les cycles naturels du monde. Qu'est-ce qu'il en est ? Alors, j'ai pas je pense qu'il y a plein de courants de pensée, des gens qui ont pas envie d'être d'accord ou quoi. La réalité, c'est que... regardez les statistiques depuis 100 ans et on voit très bien qu'il y a un matching entre les révolutions industrielles et l'humain qui accélère et le fait de dégrader nos terres et tout ce qui s'ensuit. Donc, fondamentalement, moi, je peux pas être d'accord avec ça. Évidemment que le monde va changer. Par contre, oui, la Terre va s'adapter. Ça, la nature va s'adapter. Est-ce que les humains pourront y vivre ? Ça, c'est une autre question. C'est une autre question, Et c'est ça ce dont on parle aujourd'hui. C'est comment est-ce qu'on crée... les systèmes pour que les humains puissent continuer à vivre sur cette planète. Parce que aujourd'hui, c'est simple de dire oui, mais c'est pas un problème. Je vois déjà à quel point, je vais prendre quelque chose qui peut être, un exemple qui peut être un peu polémique, mais les phénomènes migratoires. Aujourd'hui, on dit on veut pas de migrants, c'est chiant parce qu'il y a plein de gens qui viennent de partout pour des raisons plutôt politiques, pour la guerre, etc. On a déjà du mal à les accueillir. C'est une réalité, c'est très dommage. Mais on n'est pas encore aux migrations climatiques. C'est 1 milliard de personnes déplacées d'ici 2050, si je m'abuse. Il faudrait vérifier le chiffre, mais on en est là. Donc c'est des multiples de ce qu'on voit aujourd'hui, et aujourd'hui on a déjà du mal. Alors qu'est-ce que ça va être Qu'est-ce que ça va être demain et ça, je pense qu'on a du mal à se projeter. Et j'ai plein d'exemples, mais très bêtes, mais je vois des gens qui achètent des maisons au long de la mer à des endroits où dans 25 ans, ce sera sous l'eau, quoi. Mais c'est déjà prouvé. Les chiffres sont là, des scientifiques l'ont fait, le GIEC l'ont fait. Là, ce sera sous l'eau. Ta maison, tu vas la mettre sur pilotis, quoi. Pourquoi pas mais donc, du coup, après, je regarde les assureurs et je dis, mais comment est-ce que toi, assureur, aujourd'hui, t'arrives à dire oui à ça ? Mais est-ce que tu penses que les gens sont pas aussi dans une insouciance et ne veulent pas forcément voir la réalité en face ? Moi, je pense que oui, parce que c'est difficile de voir cette réalité, parce que on a l'impression que c'est beaucoup de privation. Et on se dit que de toute façon, on peut rien y faire. Et ce qui est pas faux en soi. Enfin, moi, en tant qu'être humain, à mon échelle, est-ce que je peux vraiment avoir un impact ?
en réalité, oui, tu peux avoir un impact à ton échelle. Ouais. Et c'est sûr que si tout le monde réfléchit comme ça, on fera rien. C'est ça, mais faut que l'impact, il y a ce principe de free runner, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui profitent de ça, alors que eux ils font l'opposé. Les gens, surtout aujourd'hui dans un monde où on est, on a des désolé, il y a plein de plantes ici. On aime bien les plantes ici, du coup il y a plein de petites bêtes. Ouais, dans un monde où on est vraiment de plus en plus séparés, clivés. D'un côté, tu as ceux qui te disent oui, il faut moins consommer, il faut moins faire ci, moins faire ça. Mais souvent, ce sont les mêmes qui, tous les dimanches, prennent l'avion pour aller à telle conférence, font ci et ont un impact carbone bien supérieur aux autres. Ok, c'est leur métier qui leur impose ça aussi. Mais en fait, on arrive dans un monde où il manque de la logique au discours. Ouais. Je pense que, je soulève un point qui est super intéressant, c'est comment est-ce que tu peux demander, entre guillemets, aux petites gens de changer si toi, tu es en train de prendre l'avion, tu prônes ça sur tous les toits, mais par contre, on peut suivre le fait que tu as pris 4 avions cette semaine. Ce qui est complètement aberrant. Ouais. Après, on pourrait te rétorquer, mais ce n'est pas mon bilan carbone personnel, c'est le bilan carbone de ma boîte. Ça compte dans le bilan carbone de ma boîte. Moi, à titre personnel, je pars en vacances en trottinette. Ouais. Bon, non, et je pense qu'en fait, effectivement, il y a un manque de cohérence qui fait que du coup, déjà, la défiance entre le peuple et ceux qui sont autoproclamés élites ou qui le sont par défaut parce qu'ils ont un pouvoir, notamment financier, en fait, fait que y a de la défiance partout, sur tous les sujets et sur l'environnement encore pire. Pourquoi ? Parce que c'est un problème de riches aujourd'hui. Ouais. Globalement, ça affecte tout le monde, mais c'est un problème de riches parce que si on en est là... c'est parce que les pays qui sont aujourd'hui dits développés, c'est eux qui ont eu des décadences pendant des années et des années, des dizaines d'années, qui ont amené à des situations comme ça. Et aujourd'hui, oui, on est dans une situation où être consciencieux de l'environnement et vraiment faire au quotidien, mine de rien, ça coûte parfois plus d'argent. Ouais. Je suis parti à Lisbonne sans prendre l'avion, ça m'a coûté plus cher et ça m'a pris plus de temps. Est-ce que c'est normal, en fait ? Ouais. Est-ce que c'est normal ? J'ai pas voulu prendre l'avion, j'y suis revenu en avion du coup. Et j'ai voulu compenser, après on peut parler de la compensation carbone, etc. Mais j'ai voulu compenser du coup parce que, tu vois, à un moment donné, il y a aussi mon niveau de vie, ce que j'ai envie d'avoir. J'ai pas envie de prendre 26 heures de bus. Est-ce que même t'en as la capacité ? Parce que 26 heures, c'est quand même une journée de travail. Est-ce que tu peux te le permettre ou pas ? En fait, c'est souvent ce discours, mais ça, c'est quelqu'un qui peut faire 26 heures de trajet. C'est quelqu'un qui a du temps et donc qui a de quoi subvenir. Quelqu'un qui aujourd'hui, chaque jour, par exemple, la personne qui prend 2 semaines de congé, c'est ses 2 seules semaines de congé. Comment est-ce que cette personne-là fait avec toutes ces contraintes-là ? Donc, effectivement, et il y a même un autre sujet. Moi, c'est aussi, par exemple, je travaille beaucoup avec l'Afrique et je vois qu'on commence à mettre... Là, maintenant, l'Afrique est en train d'enclencher son développement, son industrialisation, mais on met encore un autre type de bâton dans les roues qui est non, vous pouvez pas polluer. On a pollué, on a mis le monde dans ce merdier dans lequel on est, mais du coup, vous qui voulez pouvoir nous attraper et avoir le bon niveau d'industrialisation et autres, maintenant on met la carte du greenwashing ou du non, il faut que ce soit écologique. Ouais, c'est ce que... en fait, c'est un sujet qui est extrêmement complexe. J'ai pas forcément d'avis particulier. Je pense que... En fait, il y a un principe de base. On ne fera pas d'écologie sans justice sociale. Ouais. Et donc, du coup, l'égalité, elle est très importante. Et en fait... je pense qu'il faut plutôt accompagner les pays émergents qui commencent à s'industrialiser à prendre les technos de pointe, réussir à plutôt dire comment est-ce qu'on vous aide à vous industrialiser de la meilleure manière pour que vous fassiez pas les mêmes erreurs que nous. Ouais, totalement. Parce que ce sont des erreurs à la base. Mais pas leur dire non, vous faites pas. Et parce qu'en fait, je pense que c'est beaucoup plus puissant d'avoir une population qui a un niveau de vie supérieur, qui arrive à envoyer ses gamins à l'école, à avoir une sécurité sociale, tout ce qui s'ensuit. Ça a beaucoup plus de vertu que de préserver l'environnement. Après, c'est un avis personnel. Je pense que c'est plus important que les gens aient accès à leurs besoins primaires qui soient bien remplis,
avant de penser à ces problématiques-là. Si on peut faire les deux en même temps, tant mieux. Et je sais que c'est quelque chose qui peut être clivant et je vois déjà 3-4 personnes qui vont en parler. Mais sauf que moi, c'est un avis personnel. C'est à un moment donné, je peux pas demander à quelqu'un de penser à tout si son sujet tous les jours, c'est est-ce que je fous de la bouffe sur la table à mes gamins, est-ce qu'ils ont une bonne éducation, est-ce que moi-même j'arrive à vivre, quoi. Ouais. Et à un moment donné, ça va, chacun ses problèmes, quoi. Donc vous, les petits, les riches, là, allez vous amuser et commencez par arrêter de prendre l'avion, parce qu'à un moment donné, c'est bien de prendre l'avion, mais ouais, ça consomme beaucoup, quoi. Et si tu regardes le bilan de carbone d'une personne, il y a... Pour moi, le levier principal, c'est pas la viande. Hein. Alors, je dis pas, si tu manges du bœuf 2 fois par jour, tous les jours, ouais, là, ça commence à faire beaucoup. Mais le vrai levier, c'est l'avion. Ouais. Si tu peux éviter de prendre l'avion, bah, d'un coup, tu as un vrai impact positif sur ton bilan carbone. Et je pense que dans 10-15 ans, on risque d'avoir des quotas carbone où on va, en plus tout commence à être tracé. Quand tu vas dépenser quelque chose, on va voir combien ça a consommé, ce que tu as acheté. Et en fait, tu vas avoir des quotas et tu vas finir par, même toi en tant qu'individu, devoir payer ou être restreint. Enfin, il y a des risques qu'on finisse dans ce type de situation-là parce que c'est en train de partir en vrille. Et aujourd'hui, bon, là, à l'heure où on parle en plus, je pense que l'environnement est certainement le cadet des soucis de beaucoup de nos États parce qu'on a plutôt des conflits armés. Ouais. Donc, du coup, on est plus en train de repartir dans comment est-ce qu'on se réarme, comment est-ce qu'on se prépare au pire, versus, bon, les gars, l'environnement, on verra ça après, quoi. Sauf que c'est toujours ça. C'est ça. C'est toujours ça. Mais du coup, notre sujet principal sur Domino Podcast, c'est la blockchain. Comment est-ce que, déjà, une question, est-ce que la blockchain est indispensable à la finance régénérative ? Moi, je pense que la blockchain est indispensable à rien. Ok. Au global. Je pense que c'est un excellent outil, un super facilitateur pour créer des systèmes plus distribués où tout le monde a une voix, tout le monde peut y participer. À partir du moment où tu as une connexion Internet, donc il y a quand même une petite barrière à l'entrée, mais pas forcément très grande, en tout cas de nos jours. Après, est-ce que c'est fondamentalement nécessaire ? J'ai envie de te dire non, enfin pas forcément. Pas forcément. On a réussi à faire des choses régénératives sans avoir de blockchain. Donc peut-être que oui, là où je suis assez d'accord, c'est que pour le faire à grande échelle, il y a un vrai intérêt d'avoir une techno qui permet de scaler à grande échelle, de faire du financement partout dans le monde, de créer des monnaies locales. Et enfin, il y a plein de cas d'usage qui en découlent. Donc je dirais pas qu'elle est nécessaire, mais je pense que c'est un facilitateur et surtout ça permet d'onboarder des gens parce que du coup tu fais confiance à un système et plus à une organisation, en tout cas moins. Ouais. Et je pense que ça peut aider effectivement à faire avancer les choses. Après voilà, une nouvelle fois, ça reste qu'une techno et il faut vraiment se dire ça, quoi. Ok, mais du coup, est-ce que tu as des use cases genre vraiment concrets sur... Par contre, ok, c'est pas indispensable, mais c'est un outil formidable parce que... Tac, tac, tac. Ouais, bah, je pense je peux essayer de donner quelques cas d'usage. Il y a un des premiers qui a émané de la finance régénérative, c'est les UBI, Universal Basic Income, donc c'est les revenus universels. Donc comment est-ce que je donne à quiconque un accès à un revenu universel ? Là, on voit des acteurs comme Impact Market, comme Good Dollar, Glow Dollar, qui se lancent. Et comme Sam Altman avec WorldCoin. On arrive sur ce genre de choses où effectivement, là, on a un vrai intérêt à utiliser la technologie parce que ça coûte beaucoup moins cher de construire ce type de système. Il y a la finance décentralisée, donc ça veut dire que je peux utiliser les rendements de la finance décentralisée pour payer potentiellement des... Mais tu sais que moi, j'arrive pas à comprendre comment tu peux faire un revenu universel. Bah, je pense que c'est impossible. Je pense qu'aujourd'hui, à petite échelle, ça fonctionne. Okay. Mais derrière, je pense qu'il y a trop de problèmes. Après, je suis pas expert du tout du sujet, donc j'ai pas envie mais surtout, qu'est-ce qu'un revenu universel en fonction, par exemple, qu'est-ce qui va faire que en France aujourd'hui, si je te donne 100 €, tu vas pas pouvoir vivre convenablement. Non, c'est clair. Par contre, dans un autre pays, si je te donne 100 €, tu vas vivre convenablement. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a de l'équité sur le fait que quelqu'un, en fonction des zones géographiques, moi, j'arrive vraiment, même avec toute la volonté de la blockchain et le fait de croire en cette tech, mais je suis en mode, mais à aucun moment le principe même est possible. Je pense que ce qu'il faut se dire, c'est plutôt, never en France, quoi. Voilà. Par contre, aujourd'hui, quand tu regardes Impact Market, c'est dans 52 pays, je crois, et c'est principalement des pays qui ont des pouvoirs d'achat extrêmement faibles. Et donc, du coup, c'est
20 euros, ça représente quelque chose. Ça représente quelque chose. Et donc je le vois plutôt par ce biais-là, en disant comment est-ce que je peux augmenter les chances, donner les bonnes opportunités dans certaines zones géographiques où aujourd'hui le système étatique il n'est pas suffisamment en place et suffisamment développé peut-être pour donner accès aux opportunités. Donc du coup, donner un premier revenu permet aux gens de vivre, ce qui va leur permettre demain de s'éduquer, de travailler, et donc du coup de s'émanciper. Je pense que je le vois beaucoup plus dans cette logique-là. Donc ça, c'était un premier sujet. Après, il y a je pense que c'est des sujets qu'on parle depuis très très longtemps avec la blockchain, c'est les local currencies, les monnaies locales. Ouais, les monnaies locales, merci. les monnaies locales, les monnaies communautaires, comment est-ce qu'on peut créer des systèmes où en fait, la valeur reste enfermée dans une bulle, et c'est pas pour autant qu'elle peut pas parler avec des écosystèmes, mais où tu as accès à des biens et services. Les cycles courts. L'argent va beaucoup plus vite, donc du coup, il y a beaucoup plus de valeur générée. Et les monnaies locales, ça fait des dizaines d'années, centaines d'années qu'on en parle, mais aujourd'hui, on a l'architecture technique pour le faire, et ça fonctionne super bien. J'étais dans des communautés il y a pas longtemps qui utilisent qu'une monnaie locale, mais derrière, ils ont un off-ramp vers du dollar ou du fiat X ou Y. Mais par contre, en interne, ils sont incentivés à l'utiliser, et ça apporte vraiment pas mal de vertus, mine de rien, parce que tu vas du coup pouvoir diriger quelles sont les consommations qu'on veut, nous, communauté, ensemble, valoriser. Ouais, je préfère que tu commandes ton bouquin, le bouquin c'est peut-être pas un bon exemple, mais je préfère que tu commandes ta table chez le menuisier du coin et qu'il la fasse, versus commander sur Amazon et que ça vienne de l'autre bout du monde. Donc je vais valoriser ça, parce que c'est ça le sujet, c'est comment est-ce que je valorise le fait que les gens arrivent et consomment localement. On l'a vu, je me rappelle, c'était 2020, dans notre premier confinement, il y a eu l'hélicoptère monétaire américain où ils ont airdrop $1 200 à chaque adulte, ou je sais plus combien c'était. L'argent, il est allé où ? Il est allé dans la bourse. Je dis pas que c'est pas bien, chacun fait ce qu'il veut de sa thune, mais l'enjeu de l'hélicoptère monétaire, c'était raviver l'économie locale. Donc ça veut dire que tu devais pouvoir... À mon sens, le dépenser, quoi. Le dépenser. Tu dois le dépenser. Mais donc, du coup, tu vas pas le dépenser non plus sur Amazon ou sur des trucs que tu vas importer. T'es censé le dépenser dans les commerces locaux qui ont souffert parce qu'ils étaient fermés. Et qui ont besoin de retrouver du client. C'était ça le sujet. Le sujet, c'était le boulanger en bas de chez toi. Ouais, mais alors, il y a ce truc aussi, lorsque je me fais vraiment l'avocat du diable, hein, mais il y a ce truc avec les gens qui sont un peu dans... Moi, je suis très porté sur ça, mais... on est un peu utopique. La réalité, c'est qu'on pense on pense beaucoup sur le bon vouloir des gens. Est-ce qu'aujourd'hui, pour pouvoir avoir vraiment de l'impact, est-ce qu'on est obligé de manipuler les gens pour pouvoir avoir de l'impact ? J'aimerais que ce soit pas de la manipulation. Mais Après, le mot manipulation a ce côté péjoratif, mais on est manipulé au quotidien. Évidemment. Donc, en soi, est-ce qu'une manipulation de plus ou de moins, mais cette fois-ci qui nous amène dans un intérêt commun, donc cette finance régénérative qui veut que en fait on investisse dans des choses qui ont du sens, et on le voit. Moi, j'ai été conseiller en gestion de patrimoine avant d'être dans le milieu de la blockchain. Ça fait 3 ans donc j'ai arrêté ce métier, mais déjà il y a 5 ans les gens commençaient déjà à se dire non, mais moi, dans mon allocation dans l'allocation des fonds que vous allez me proposer, je veux absolument qu'il y ait des fonds à impact, je veux absolument que tant de pourcents, où je ne veux pas investir dans ce type d'industrie qui est négative. Donc, il y a une conscience collective qui vient. Et ça, je le crois profondément aussi sur l'aspect où je ne crois pas que les manifestations apportent, même si à une certaine échelle, ils peuvent apporter un impact. Mais en soi, GameStop nous a montré qu'une manifestation économique peut avoir beaucoup plus d'impact qu'une manifestation dans les rues. Carrément. Donc aujourd'hui, est-ce que la blockchain, c'est vraiment l'outil qui va réellement permettre de faire ça, ou c'est encore de l'utopie ? Je pense qu'on on a tous envie d'être un peu utopique, mais moi j'aime beaucoup dire la blockchain, le Web3, c'est un peu la fabrique des imaginaires. En fait, on a enfin un outil qui nous permet de conceptualiser sur le terrain, de vraiment tester des choses qu'on a potentiellement pensées depuis
depuis des centaines d'années. Tu vois, il y a plein de gens qui ont fait des recherches profondes sur plein de sujets. Maintenant, on est capable de les mettre sur le terrain. Et j'adore ça. Là, il y a un vrai truc. Et ouais, je suis convaincu que... en fait, tu vois, quand je parlais d'érable avant, notre enjeu, c'est rediriger l'argent vers les choses qui ont du sens. Donc, c'est un autre pan de la regenerative finance, c'est l'investissement impact, tout court. Et ouais, carrément, en fait, si tout le monde commençait à dire, moi, toute mon épargne, je vais la sortir de BNP Paribas, de Société Générale, de quelle que soit la banque, et je vais la foutre sur ça. Et d'un coup, là, ça ferait un gros retentissement. Ouais. Et parce que quand tu regardes les mouvements, sortir dans la rue, se coucher sur une autoroute, ouais. etc. Pourquoi est-ce qu'on en arrive là aujourd'hui ? C'est qu'on n'a pas été écouté. Moi, je le fais pas à titre personnel parce que j'ai pas envie de rentrer dans ces extrêmes-là, mais j'y pense. Pourquoi ? Parce que, en fait, ça fait 30 ans que les scientifiques, même plus, nous disent on va dans le mur, il va se passer ça. On fait la sourde oreille, on n'entend rien. Les gens manifestaient de manière peace. Personne n'en a jamais parlé, on les fout, même pas au JT, tout ça. Et d'un coup, on est au JT. Pourquoi ? Parce qu'on fait des choses beaucoup plus clivantes. Et, je veux dire, et quand tu parles vraiment avec des militants, des grands militants, ils me disent, mais en fait, tu te rends pas compte, moi ça fait 20 ans que je sors dans les rues, que je milite pour ça. On nous a jamais écoutés jusqu'au moment où on a commencé à foutre le bordel. Ouais. Et donc du coup, c'est là où mais du coup, on est sur ce truc-là c'est une forme de manipulation. C'est on fait le plus de bruit possible pour attirer l'attention, parce qu'avant, on jouait avec le système et le système ne prenait pas. Donc aujourd'hui, en fait, est-ce qu'il faut absolument créer des systèmes qui vont être, ils vont incentiver, parce que je pense que c'est ce que vous faites. Et la question d'après, c'est, oui, je reviens un peu sur mon exemple de gestion de patrimoine. Oui, ils veulent des choses à impact. Et la réalité, c'est que si je leur mets des choses à impact et que je leur mets que ça, à l'époque, il n'y avait pas forcément de rentabilité. Exactement, ouais. Donc, quand ils vont m'appeler pour me dire, ouais, t'es pas un super bon conseiller en gestion de patrimoine parce que mon portefeuille, il n'a pas augmenté. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, avec par exemple ce que vous faites, vous arrivez à sortir de la rentabilité ? Est-ce que c'est rentable aujourd'hui d'investir dans l'économie verte, mis à part le fait de me donner bonne conscience, d'être un bon citoyen qui œuvre pour le bien de l'humanité. Est-ce qu'aujourd'hui, ça fait du bien au porte-monnaie ? Honnêtement, ça peut. Et je vais prendre deux choses. Je pense qu'il y a un sujet de... Vu que c'est nécessaire, vu qu'on y va et que toutes les réglementations vont vers ça, en fait, il y a une hype et puis il y a de la spéculation. Et donc, du coup, dans tous les cas, aujourd'hui, investir dans l'économie verte en étant avant les autres... Ouais. Tu gagneras de l'argent. C'est le classique loi de marché, tout ce qu'on a toujours vu, les Ponzi comme on aime. Ouais. Mais ça, c'est une réalité, faut se le dire. Aujourd'hui, c'est certainement les asset classes, les classes d'actifs les plus, avec le plus de potentiel pour demain. Il faut se le dire, parce que oui, on y va, on n'a pas le choix que d'y aller. Donc ça, c'est sur la partie spéculation. Après, sur la notion de rentabilité, ouais, effectivement, en fait, on a toujours eu un problème, c'est que quand... Il y a pas le nombre de personnes à qui je parle, ouais, moi je fais de l'impact investing, et ils me disent, ah ouais, tu fais du don. Non, non, je sais pas monter une charité, je pourrais, c'est un autre pan qui pourrait être grave intéressant, j'y ai beaucoup pensé, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup, mais moi ce qui m'intéresse, c'est de valoriser l'argent qui est posé, parce que si tu veux ramener des sommes importantes, le gars, quand il dit un don, il va te faire un don de 10 €, mais il aurait investi 1000 si ça avait une rentabilité. Donc du coup, oui, il faut que ça ait une rentabilité, c'est nécessaire. Et là, sur les notions de rentabilité, effectivement, quand une organisation a comme objectif principal et comme métrique vraiment qu'ils regardent, c'est l'impact qu'ils ont, donc je sais pas, moins de plastique dans les océans, moins de tonnes de CO2 dans l'atmosphère, etc. Du coup, ils vont driver leur entreprise ou leur organisation différemment et pas driver sur le profit. Et vu que c'est pas la métrique principale, le profit, généralement il y en a un peu moins. Par contre, il y a plusieurs choses à ça. C'est que ces boîtes-là seront là dans 30 ans, les autres elles sont peut-être pas là. Donc déjà, peut-être que tu auras des investissements complètement échoués, où en fait tu pensais avoir gagné de l'argent, mais du jour au lendemain c'est faillite complète, interdit d'opérer, tout ce que tu veux. Mais effectivement, c'est un peu moins rentable, et là il y a un coup à jouer. En tout cas, c'est assez persuadé qu'il y a des coups à jouer, c'est de dire
le delta, en fait, qui est l'impact que tu génères. Donc, le fait que tu aies beaucoup d'impact fait que tu as moins de rentabilité parce que tu prends d'autres décisions. Mais en fait, cet impact-là, il doit être valorisé aussi. On en parlait tout à l'heure. C'est comment est-ce que tu valorises ça. Il y a eu les premiers tests sur les crédits carbone qui sont décriés aujourd'hui, mais en soi, la financiarisation des crédits carbone, enfin du carbone, c'est peut-être pas une mauvaise chose, parce qu'on peut dire que c'est pas bien du tout de financiariser l'impact, mais sauf que si tu le financiarises pas, c'est pas du tout... Ça fonctionne pas, on est dans un monde qui est capitaliste jusqu'à l'os, et on est globalisé, à un moment donné, si tu donnes pas une vraie valeur, que les gens comprennent à la nature et à l'impact, peut-être qu'on n'arrivera jamais à changer. Et je pense, au fond de moi, ça m'emmerde que ce soit financiarisé. Ouais. Mais sauf que je suis persuadé que si ça ne l'est pas, on n'arrivera jamais à réfléchir et à faire partir les gens vers d'autres trucs. Et là, l'idée, c'est de dire, ouais, ok, t'es rentable de base, mais tu vas avoir un extra profit parce que tu auras eu un impact positif que tu vas pouvoir valoriser parce qu'il y a des entreprises qui vont devoir l'acheter. Que ce soit des crédits carbone, des crédits plastiques, des crédits biodiversité, whatever. Et donc après, nous, sur Érable particulièrement, on propose des rentabilités qui sont tout à fait normales. Et on est au-dessus du livret A sur tout ce qu'on fait. Au-dessus de beaucoup d'investissements. On essaye de matcher à peu près ce qu'un fonds va te yield à l'année. Et ça fonctionne plutôt bien parce qu'on est sur des actifs c'est des boîtes qui ont des modèles économiques et du coup ça tourne. Et donc tant que la boîte tourne, ça génère de l'argent. Et si ça génère de l'argent, ça fait de rentabilité pour les gens. Et je le vois, tu vois, EthiCup, qui est un autre projet, eux, ils font du prêt aux agriculteurs, principalement en Amérique latine. Ça yield de 7 ou 8%, c'est pas mal, tu vois. Enfin, ouais, mais aujourd'hui, c'est un très bon actif, 7-8%. Bah ouais, et ça fonctionne. Et là, tu as un impact direct qui est que tu as des agriculteurs qui ont besoin d'argent pour avoir du nouveau matos, pour plein de choses. Et tu fais ça en direct. Il y a quelques exemples comme ça qui prouvent et du coup, on peut, entre guillemets, favoriser, donc on va pas utiliser le mot manipuler, mais favoriser des bons comportements grâce à de la rentabilité, grâce à des systèmes qui fonctionnent réellement et des systèmes qui sont plus basés sur le bon vouloir, mais sur l'incentive c'est du gagnant-gagnant. Ouais. Moi, j'en suis intimement convaincu et je pense que si tu ajoutes en plus la composante locale, tu boucles bien la boucle parce que, en tout cas, c'est ce que je ressens, c'est quelque chose de très personnel aussi, mais c'est ce que j'entends beaucoup de la part de gens. Mais en fait, on en a marre d'investir dans des trucs qui sont pas tangibles pour nous. Moi, tu vois, j'ai envie d'investir dans le parc de contenants, le parc de vélos qui est en bas de chez moi. Mais ça, par exemple, je reviens encore sur notre aspect blockchain. Ça, est-ce que le fait de le mettre sur la blockchain et de mettre cette confiance, qu'est-ce que la blockchain apporte en plus? Parce qu'aujourd'hui, on peut le faire aussi. Je peux aller investir. Moi, je sais qu'il y a un truc de vélo juste à côté où je suis adhérent. Mon vélo, je l'ai construit moi-même avec pas mal de récupération et autres. Et il fonctionne extrêmement bien. Donc, au final, il y a cette possibilité qui s'offre et sur laquelle on n'a pas forcément besoin du Web3. Qu'est-ce que le Web3 apporte? Quelle est la brique qu'il apporte en plus? Je pense qu'il y a la facilité à l'investissement. Derrière, tu as une traçabilité des flux financiers. Tu peux pooler de l'argent ensemble, donc ça te crée une trésorerie communautaire. Tu peux directement intégrer dans l'actif des droits de gouvernance, donc de qu'est-ce qu'on fait de l'argent. Tu as quand même plein de features qui sont natives au fait d'être sur la blockchain, qui fait que c'est beaucoup moins chiant à mettre en œuvre. Et donc, du coup, il y a cette partie-là. Et ensuite, tu peux vraiment ajouter deux choses. C'est toute la partie MRV, donc mesure, reporting, vérification de l'impact. Donc, comment est-ce que tu peux attester de la bonne donnée, de la mesure d'impact et réussir à intégrer ça, avoir même des logiques de libération des fonds uniquement quand il y a un impact X qui est atteint. En fait, la blockchain et les smart contracts sont tellement modulaires qu'on peut imaginer vraiment des nouveaux actifs où l'impact gouverne finalement le fait que l'argent soit distribué d'un endroit ou à un autre. Et en plus de ça, vu il y a quand même une notion d'interopérabilité qu'on ne voit pas encore aujourd'hui avec l'état actuel de la blockchain, mais sauf que demain, je suis en capacité de te dire, t'as investi dans le parc de vélos, tu peux utiliser un vélo en libre-service quand tu veux, enfin, tu vas payer. Par contre, c'est comme une carte de fidélité aussi. Ton actif te permet d'avoir moins 10% partout. Enfin, tu peux vraiment amener cette dimension-là. Et moi, ce que j'aime beaucoup, en ce moment, ça me turlupine pas mal, c'est j'ai des clients qui sont donc, eux, en B2C. Et en fait, comment est-ce que
tout le monde dit en ce moment, il faut faire en ce moment, on fait du cashback, tu vois. C'est facile de dire on fait du cashback. Mais moi, je veux pas faire du cashback en euros. Là, j'ai un client qui fait des contenants réutilisables dans la restauration. Je vais faire du cashback en contenant. Ouais. Plutôt que de te donner 1 euro, je vais te donner un contenant. Ouais. Ou une partie d'un contenant. Et donc, du coup, à chaque fois que tu reviendras, tu utiliseras, tu vas prendre une partie de rentabilité aussi sur ton contenant. Et je trouve ça tellement plus beau, en fait, finalement. Tu vois, je trouve ça plus propre parce que la personne est vraiment incentivée au parc de contenants, au fait que ça se déploie, quoi. Du coup, si je comprends bien, ce qui est bien avec la blockchain, c'est surtout que ça ouvre de nouveaux paradigmes. Ça permet aussi mettre en place des systèmes, une créativité ou même faire fonctionner des systèmes qu'on a toujours idéalement voulu. Cette fois-ci, bien les faire fonctionner avec la blockchain. Ok. Ouais, carrément. Très bien. Il y a un des aspects qui est, parlant de blockchain, ça permet aussi cette transparence, et ça c'est une des valeurs qui est super importante dans le monde du Web3, le greenwashing. C'est un truc qu'on voit, il y a plein d'entreprises qui du jour au lendemain changent juste une partie de leur logo et mettent du vert. Il y a cet aspect où le simple fait de mettre des plantes ou des trucs en surface et dire qu'on a fait une action en surface apporte aujourd'hui un peu plus de bienveillance de la population et ces choses-là. Comment est-ce que le Web3 peut faire pour nous sauver, entre guillemets, du greenwashing ? Je pense que le Web3 tout seul, il peut pas faire grand-chose. Honnêtement. Je pense que toute la partie, effectivement... mesure, vérification de la donnée. Là, il y a un vrai intérêt de la techno. Et donc, du coup, on va pouvoir pointer du doigt ceux qui font mal, ce qui est déjà un début. Après, il y a toute cette notion de... si tu veux combattre le greenwashing, en fait, il faut réussir à te fédérer en communauté d'utilisateurs et en fait, créer des formes pas de lobby, mais des formes de groupes d'activistes qui vont pouvoir avoir une trésorerie commune et qui vont pouvoir aller bâcher tout le monde. Ouais. Ça peut bien fonctionner. Donc, sur le fait d'organiser des humains pour qu'ils réussissent à atteindre leur objectif de pas de greenwashing, j'en suis assez persuadé. Après, sur le reste, en fait, aujourd'hui, pour moi, ça évolue beaucoup dans le sens où, il y a 5 ans, c'était que du greenwashing parce que c'était... parler de RSE, la direction RSE, ESG d'une boîte, elle dépend du pôle marketing, enfin de la BU marketing. Ouais. C'est le cas dans beaucoup dans le retail, tu vois, donc quand on est en B2C, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, mais donc du coup, c'est effectivement, c'était facile de dire greenwashing. Mais moi, j'aime bien montrer aussi un truc un peu différent, c'est le problème, il est simple, c'est qu'on est dans n'importe quelle boîte est dans un environnement tellement concurrentiel qu'ils ne peuvent pas changer du jour au lendemain. Enfin, ils peuvent, c'est un choix. Et ça, j'adorerais voir vraiment des marques qui font ça. Mais la réalité, c'est que la marque, elle a un risque de perte de part de marché. Et sauf que son enjeu premier, c'est de rester sur le marché, survivre. Et ouais, ok, la transition, il faut qu'il y en ait une, mais ça doit prendre du temps parce que moi, j'ai besoin de survivre. Et donc, du coup, il y a plein de marques qui ont tenté des trucs, des OP plus marketing, ils ont voulu tenter des choses et tout, et ils se sont fait complètement bâcher. Sauf que quand tu discutes avec leur patron RSE et tout, ils disent, mais moi, je pars de loin. On part de loin. Donc, soit on se dit qu'on ne doit plus exister, et auquel cas, on met 10 000 personnes dans la rue, au chômage et tout ce que vous voulez, ou soit vous acceptez que on ne peut pas être... Enfin, à un moment donné, vous voulez un t-shirt qui coûte moins de 10 balles, oui, effectivement, il n'est pas produit en France aujourd'hui. Désolé. Désolé, les gars. Vraiment désolé. Et donc, mais là, c'est en train de changer parce que les grands groupes n'ont plus le choix. Ils ne peuvent plus faire de greenwashing ou de moins en moins parce qu'il y a la CSRD, SFDR qui sont des réglementations européennes qui arrivent. Donc, je parle principalement en Europe parce qu'on est toujours très en avance sur la régulation, mais on est quand même en retard par rapport à l'urgence. Mais là, on rentre quand même dans une logique où ils vont devoir attester mais vraiment précisément de l'impact positif et négatif qu'ils ont eu. Et ils n'auront plus le choix, ils ne pourront plus faire autant de greenwashing qu'ils le veulent. Après, j'ai envie de dire, malheureusement, le greenwashing, c'est bien quand c'est pointé du doigt, je suis très d'accord avec ça, mais est-ce que c'est mal en soi ? Est-ce que tu peux en vouloir à une marque ? Quand il n'y a pas d'impact et que c'est juste fait pour son image,
ouais, c'est un peu dommage. Maintenant, si effectivement ils essayent de faire de l'impact, mais que c'est pas à la hauteur, mais qu'il y a quand même un effort, l'effort est louable. Mais après, c'est cette relation entre ce qu'ils en gagnent et ce qu'ils apportent au bien commun, tu vois, qui est différente. Et sur ça, par exemple, il y avait un gros un peu clash qui est arrivé, c'était avec notamment les crédits carbone, avec Vera, avec toutes ces boîtes qui vendaient et qui certifiaient des crédits carbone, mais qui au final, en France, nous on a eu le truc sur la TVA où les gens ont profité de quelque chose de bien pour en faire une escroquerie incroyable. Et on a aussi à l'échelle mondiale des validateurs, entre guillemets, qui n'ont pas fait le travail comme il devait se faire. Comment est-ce qu'on fait pour regagner la confiance lorsqu'on a été trahi autant de fois sur cette thématique et qu'on a l'impression que les seules personnes qui se saisissent de ces thématiques-là sont des personnes qui n'ont pas forcément... qui en fait sont juste des opportunistes. Ouais, ça... Je pense que c'est le point... c'est très compliqué parce que c'est les dérives naturelles humaines. Totalement. Et on a voulu créer les accords de Kyoto, etc., le marché des crédits carbone, génial. Et puis finalement, qui s'en est mis plein les poches? Tous ceux qui devaient pas, quoi. Littéralement, tous ceux qui devaient pas, et tous ceux qui en avaient vraiment besoin et en ont vraiment besoin, c'est inaccessible parce qu'il y a trop peu de validateurs, donc c'est trop concentré, donc ça coûte cher, ça prend du temps, et t'as pas l'argent, et donc tu le fais pas, et donc ceux qui le font, c'est que ceux qui ont l'argent. Et je fais, ouais, c'est des cercles ultra vicieux. Et donc, pour moi, le point, en fait, si on voulait vraiment sortir de tout ça, aujourd'hui, le fait que les crédits carbone, que ce soit un marché, parce qu'il est régulé, donc tu as le marché volontaire et le marché régulé soit, mais c'est régulé, c'est un vrai marché, je trouve que c'est génial, parce que du coup les gens peuvent vraiment, tout le monde peut s'en emparer, mais donc du coup, pour moi, si on voulait vraiment se ressortir, et c'est là où la blockchain peut servir, c'est comment est-ce que tu crées un réseau avec des nouveaux validateurs qui sont élus par des gens qui permettent de faire ça, qui est suffisamment fort pour que ce soit reconnu comme un standard de vérification. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'une boîte qui veut faire sa compensation, donc qui veut acheter le droit de polluer, elle va aller voir du Vera, du Gold Standard, parce que c'est le plus simple. Elle va dire à son asset manager, son trésorier, moi je veux du Vera, du Gold Standard. C'est ça. Et surtout, c'est ce qui est accepté par les autres structures. C'est qu'il n'y a pas que ça, c'est que même s'ils veulent prendre un plus petit validateur, lorsqu'ils vont aller le vendre, par exemple, à Total va dire non, moi je prends que du Vera et du Gold Standard. Exactement, et c'est là le gros problème. Donc je pense que tu parlais de où mettre son argent, et est-ce que est-ce que GameStop, donc est-ce que quelque chose, un acte très économique peut aider? Je pense que là, sur ce pan-là, il faudrait vraiment qu'il y ait des réseaux de validateurs qui se créent et qu'il y ait suffisamment d'effets network effect, d'échelle, d'effets réseau pour que du coup des entreprises n'aient pas le choix que d'accepter, et donc du coup et que ce soit vraiment des initiatives portées par les humains, par le peuple, pour le dire un peu comme ça, où là, effectivement, on rentrerait vraiment dans une nouvelle ère pour les crédits carbone. Et on serait beaucoup plus à l'aise parce que ce serait beaucoup plus transparent. Il n'y aurait pas deux acteurs au milieu qui concentrent tout le marché de la vérification. Donc la vérification serait beaucoup plus accessible, il y aurait des acheteurs en face et ce serait génial. Là aujourd'hui, je reviens d'une semaine où j'étais avec pas mal d'acteurs du coup de la finance régénérative. Beaucoup d'entre eux essaient d'éviter les crédits carbone, ils veulent créer des nouveaux standards, etc. Mais le problème de créer un standard, c'est qu'il faut qu'il soit accepté. Il soit accepté, c'est ça. Et à un moment donné, si c'est ta seule source de financement, parce que tu dis, moi j'ai pas de modèle économique, mon modèle économique c'est d'avoir de l'impact. Ce qui peut s'entendre, mais alors du coup il faut que tu ailles valoir ton impact. C'est ça. Et si personne n'en veut, parce que personne peut le valoriser sur son rapport à RSE, son bilan ESG, tout ça ça marchera pas. Et il y a un autre aspect, on avait parlé un peu dans le truc, c'est cet aspect où dans ces crédits carbone, ceux qui en profitent, ceux qui le vendent au final, c'est plus les brokers. C'est plus eux qui ont au final les retours des crédits carbone. Les populations qui sont directement concernées, en général, n'en ont qu'une petite partie. On le voit aussi dans toutes les associations internationales, Action contre la faim ou toutes ces choses où au final une grande partie des sommes qu'ils ont vont au board, vont au marketing et réinjecter dans l'économie
du Nord parce que les denrées qui sont achetées, c'est dans le Nord, les services logistiques, c'est dans le Nord. Et au final, on a toute cette réinjection et on a l'impression de voir un peu ce white saviorisme qui, au final, vient pour apporter du bien, mais pourquoi white saviorisme? Parce que ceux qui sont souvent à la tête des projets, c'est souvent des personnes blanches, tu vois, et encore plus des hommes blancs qui vont pour un meilleur monde, mais au final, on voit que derrière, l'impact, il est pas aussi... il est pas... Comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut travailler ça, changer ça? C'est un excellent point. C'est quelque chose qui est assez choquant quand tu le regardes d'assez près. Je pense qu'il y a plusieurs choses qui me viennent à l'esprit quand tu me dis ça. Effectivement, il y a... Déjà, quand on investit à un endroit, en fait, moi, aujourd'hui, tout le conseil que je donne à n'importe qui vient me voir et dit « je dois lever des fonds », mais sauf que j'ai envie d'être très éthique dans ma levée de fonds. Moi, je suis vraiment presque anarchiste, je veux créer mes propres communautés. Le seul recours que je lui donne, c'est « attention, si tu te fermes au financement plus traditionnel, tu vas avoir beaucoup de mal. Le seul truc que tu dois avoir en tête, c'est que tu dois jamais lâcher la gouvernance. Tu peux prendre l'argent, mais ne donne jamais ta gouvernance. Ok. Parce que c'est ça le problème. Ouais. Là, c'est que, oui, pas de souci, je te donne 1 million. Mais par contre, c'est moi qui décide maintenant. Donc, tant que t'es gentil, tant que tu vas bien dans le sens qui me va bien, ça roulera. Mais le jour où ça va pas dans le sens que je veux pour X ou Y raison, du coup, je pourrais reprendre le contrôle. Et ça, pour moi, c'est un des plus gros risques. C'est ne jamais donner sa gouvernance parce que c'est toi qui sais ce que tu dois faire. Ensuite, effectivement, sur ces sujets-là, je pense que c'est pour ça que j'aime pas trop les grandes ONG. Parce qu'elles ont aussi beaucoup de problématiques internes, c'est difficile à gérer. Donc ouais, effectivement, quand tu donnes 100 €, t'es sûr qu'il y a au moins 50 qui va pour des trucs qui n'auront pas d'impact terrain. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, c'est très opaque, de toute façon, bon, voilà, ok. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai sujet d'accompagner localement, et c'est pour ça que, tu vois, par exemple, l'approche qu'on a pris avec Érable, plein de gens qui sont venus me voir, est-ce que tu pourrais faire un projet en Côte d'Ivoire, au Sénégal? Je fais... moi, sur le principe, j'ai une tech, donc je peux faire à peu près ce que je veux, mais je suis pas sur place, c'est pas ma culture, je suis pas un grand chevalier blanc. Si j'ai quelqu'un sur place en qui j'ai confiance, qui me dit, moi, je veux lancer ça, je lui white label la plateforme, il crée sa marque dessus, et on y va, et je peux essayer d'apporter des investisseurs, pourquoi pas. Mais j'ai pas la place, et ni le... Enfin, c'est un marché que je ne connais pas, et chaque pays est différent. Du coup, au final... Il y a aussi cette notion, déjà la limite physique, mais aussi cette notion, est-ce que, parce que là j'ai tiré un peu sur l'ambulance en parlant de white saviorisme, mais est-ce que les projets, vous avez des personnes de différents horizons qui viennent, ou au final c'est souvent les mêmes qui viennent parce qu'ils savent que ça existe? Est-ce que c'est un manque d'information? Est-ce que c'est un manque de priorité? Parce que y en a qui sont plus sur d'autres sujets, et l'écologie, on en parlera après. Quelle est, toi, ta perspective sur ta connaissance du marché? Alors, moi, de mon côté, nous, on est très français aujourd'hui. Notre inbound, nos projets viennent principalement de France. Là, on va potentiellement en avoir un au Portugal. On est très zone Europe. On est en train passer les agréments pour faire que l'Europe. On n'est pas fermé au reste, mais c'est vrai que nous, on a vraiment ce parti pris de dire c'est notre zone géographique qu'on connaît, on est là physiquement, ça va être plus simple. Après, moi, ce que je ressens beaucoup, c'est là, mine de rien, il y a... avec l'internet, la profusion d'infos, de contenu, le nombre de founders issus localement de Côte d'Ivoire, de n'importe quel pays en Amérique latine, est en train d'exploser. Et c'est des gens qui ont les crocs, qui ont la niaque, et pour qui il n'y a pas de... Non, on y va, et on veut y aller à fond. Et donc du coup, j'ai l'impression que c'est en train de pas mal évoluer. Après, effectivement... il y en a pas mal qui vont être un peu loin de ma thèse en zéro, mais par contre sur des logiques plutôt sociales de donner l'accès aux mêmes opportunités, etc. Là, il y a carrément plein de projets, et moi j'adorerais me déployer en Afrique subsaharienne, principalement en Afrique francophone, parce que je pense qu'on a la même langue, et il y a eu plein de mauvaises choses qui ont été faites, mais bon, il y a plein de bonnes choses qui peuvent être faites maintenant. Voilà, mais ce qui est quand même vachement cool, c'est qu'on parle tous la même langue. Ouais. Et on n'arrive pas à se parler, quoi. Et on dit, non, il faut qu'on parle anglais, qu'on parle tout le monde. Je dis, les gars, ça fait quoi? On doit être 200 millions, du coup, de francophones. Encore en plus, hein. La France, c'est 60, le Congo, c'est 80 millions.
Du coup, et après... Ouais, donc 200-300 millions, tu Ouais. vois. Et pourtant, on n'a pas... enfin, j'ai pas l'impression que... Aujourd'hui, je pense que c'est les legs du passé qui font ça, mais je sais pas, en fait, on parle tous français, donc on pourrait vraiment faire des trucs cool, quoi. Mais ouais, moi, j'ai l'impression que c'est en train d'évoluer, et dans tous les cas, en fait... il y a une prise de conscience de tout le monde, et quand t'es blanc cis, homme, et que tu viens en, en néocolonialiste sans le vouloir, je pense que maintenant t'es très facilement rejeté, quoi. Ouais. On te prend pas au sérieux, on veut pas de toi, et ce que je peux comprendre, et je pense que le problème c'est on a trop tendance à venir avec une posture haute. Je sais que je connais tes problèmes, t'inquiète, j'ai déjà fait ça en France. Ouais. Mais attends, c'est pas le même. C'est vrai. C'est pas les mêmes enjeux terrain. Ouais. Et tu peux me dire que t'as une bonne tech, et t'as le droit de dire, bah écoute, mais moi c'est ce que j'ai toujours fait, j'ai beaucoup échangé avec des gens en Côte d'Ivoire, et j'ai toujours dit, moi, le seul truc que j'ai, c'est des technos et quelques contacts. Ouais. Après, voilà, ça s'arrête là. Après, c'est eux qui connaissent. Et je me rappelle, la conférence qu'on avait partagée, c'était la blockchain ne fait pas le café. Ouais. Donc, à la fin, même ta techno, aussi bonne soit-elle, aussi bonnes soient tes idées, il faut que les gens sur place s'imprègnent de ça. Et au quotidien, la techno va faciliter, mais elle va pas faire pour. Ouais, j'ai un exemple qui me fait toujours rire. Ça remonte en 2019, je crois. Je discutais avec des grossistes fruits et légumes. Avec un angle très techno, j'ajoutais de la partie IoT pour voir les ruptures de charge en termes de température, les chocs, etc. Parce que c'est assez important sur les DLC, les durées de conservation des produits frais. Et un mec qui me contacte et qui me dit moi j'ai entendu parler de la blockchain qui allait résoudre tous les problèmes pour la traçabilité de mes tomates. Déjà quand on me dit ça, tu fais ouf. Ça va être ok. On s'appelle et il me dit ouais, on m'a parlé de blockchain, machin, moi j'ai un problème, j'ai pas la bonne traçabilité et tout. Et je lui pose 3 questions, et en fait, il s'avère juste que son gars, bah, il oublie de scanner une palette sur 2. J'ai dit, bah oui, mais ma techno, elle va pas... En fait, le problème, il est pas technologique aujourd'hui. Ouais. Ça va te coûter tellement cher d'installer une techno pour des produits à faible marge. Je sais pas, aucun intérêt pour toi. En fait, ton problème il est juste humain, c'est ton gars, il fait pas son boulot, quoi. Et après, est-ce qu'on pourrait améliorer ça ? Oui, tu pourrais mettre des capteurs automatiques, mais mettre des bornes RFID et tout ça, et ça coûte une blinde, hein. Exactement. Donc, ouais, en fait, juste, assure-toi que ton... ou change... Enfin, non, mais, tu vois, à un moment donné, et en soi, même si on mettait de la blockchain, si à la fin, c'est pas scanné, bah oui. Bah, ce sera exactement les mêmes résultats. Non, formidable. Et là, on arrive vers la fin. On a bien parlé, c'était vraiment top. Mais il y a encore un dernier petit point qui est, au final, tu parlais de ces nouvelles personnes qui se prennent de la technologie, qui l'utilisent dans les pays, que ce soit en Amérique latine ou en Afrique, et qui vraiment apportent leur pierre à l'édifice. Ça, c'est possible avec le Web3. Un Web3 qui aujourd'hui a réduit les barrières à l'entrée. Parce que c'est extrêmement simple de mettre en place des choses. Il y a quand même des difficultés techniques, mais aujourd'hui, la technologie reste accessible. On arrive dans un monde où la compliance devient de plus en plus grosse. On le voit aujourd'hui. On a une ère où là, on a vu que CZ s'est fait attraper. Tous les points avec FTX, avec Binance, toutes ces choses-là. Donc, maintenant, la compliance va amener énormément de lourdeur administrative, de charges à tous ces projets qui veulent réellement avoir un impact. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas en train de tuer l'un des outils qui était en fait quelque chose de positif pour le monde ? Ah, c'est un grand, vaste sujet. Et on n'a plus beaucoup de temps, mais... Ouais, moi, il y a déjà un point de base, et c'est ce que j'essaie de défendre le plus possible, c'est... on parle toujours de protection des consommateurs, et donc on régule, mais sauf que la meilleure protection pour les consommateurs, ce serait de les éduquer dès le plus jeune âge. Et ça, je le dis tout le temps à n'importe quel régulateur que je vois, je dis, mais commencez juste par donner une éducation financière aux gens à partir du collège, et peut-être qu'ils auraient moins de problèmes plus tard, et vous aurez moins besoin de réguler. Soit ça, ils n'entendent pas, parce que ça agit pas sous leur mandat. Exactement. Et donc ils n'ont pas... Ouais. C'est pas mon mandat, et puis accessoirement... peut-être que ça les arrange bien que les gens aient pas l'éducation par défaut sur ces sujets-là. Mais bref, on va rentrer dans ces sujets-là. Après, ouais,
Je pense que moi, là où je vois beaucoup de positif, c'est dans les pays émergents, je pense qu'on va mettre beaucoup plus de temps à réguler. Et donc je pense qu'il y a vraiment encore longues années boulevard pour créer les choses. Et je pense même que certains pays vont prendre le pli de on va réguler de la bonne manière, c'est-à-dire donner un grand cadre et laisser les innovateurs vraiment innover bien au quotidien. Et donc du coup, on va arriver à des trucs très positifs. Sur nous, pays un peu plus développés, là, effectivement, on va commencer à s'en prendre pas mal dans la tronche. En France, on a le PSAN, le régime PSAN renforcé. Maintenant, il y a Mika qui va arriver. Mika 1, c'est pas trop chiant. Mika 2, on verra. Ouais. Et c'est là où on doit faire un énorme boulot d'éducation aussi de nos régulateurs et de les accompagner à dire, mais regarde, en fait, aujourd'hui, comme ils régulent, le truc, c'est qu'il n'y a pas de cas d'usage vraiment for good qui a un impact substantiel sur toutes des populations. Il n'y en a pas aujourd'hui vraiment qui sont ressortis. Et donc, du coup, oui, ils régulent quoi ? Ils régulent ce qu'ils voient. Et effectivement, quand tu vois ce qui s'est passé sur le dernier Bull Run et celui d'avant, bah ouais, il y a quand même une grande majorité, c'est acheté à la poubelle. Enfin, il faut qu'on se le dise. C'est bien, c'est de la spéculation, ok, soit. Mais tu m'étonnes que derrière, il y ait une vue biaisée. Parce que tu dis, attends, cette technologie, elle a un intérêt. La blockchain a un intérêt, tout le monde est d'accord avec ça. Mais par contre, ce qui en est fait aujourd'hui, on veut le réguler parce que ça part trop en cacahuète. Ouais. Les gens font n'importe quoi et ce qui est pas déconnant. Enfin, ça me choque pas que les gens fassent n'importe quoi. Ça a toujours été comme ça sur ces cycles d'innovation. Mais donc, du coup, je pense qu'on régule pas forcément les bonnes choses. Ou en tout cas, on ne regarde pas par le bon angle. Après... je pense que c'est nécessaire parce que, dans le fond, parce qu'on a besoin que les institutionnels rentrent, on a besoin que les marques, les grandes boîtes commencent à se dire, ok, je peux vraiment y aller, et ça peut que faire du bien à l'adoption, des cas d'usage vertueux aussi. Après, effectivement, ça met des énormes barrières à l'entrée côté projet, mais c'est le cas dans plein d'endroits. En vrai, tu veux te lancer, lance-toi, et quand t'as montré que t'as un marché, régule-toi. Et je pense que ça, ils seront toujours d'accord avec ça. Tu vois, tous les échanges que j'ai avec les régulateurs en France, en Europe, je commence à en avoir de plus en plus, c'est pas des méchants. Vraiment, hein, ils ont d'autres enjeux, en fait. Et ouais, ils le font peut-être pas forcément adroitement, mais le truc qu'ils veulent vraiment, c'est que tu montes ta bonne foi. Et donc, en vrai, on te dit tu dois être PSAN renforcé ou tu dois être X. C'est vrai que tu devras l'être, mais pour te lancer... va dans le bon sens, mets les premières barrières que tu juges importantes pour montrer que tu vas dans le bon sens. Ouais. Et le jour où tu seras suffisamment gros, là, tu prendras ton agrément. Et moi, c'est vraiment, c'est une approche très entrepreneuriale de truc, mais tout le monde me dit, mais oui, fais comme ça. Ouais. Fais comme ça. Mais juste, mets tes premières barrières où tu vas faire des audits, des transactions, machin, du KYC. Et ouais, pas besoin de te réguler de ouf, mais par contre, montre que tu as une roadmap vers ça, que tu as bien conscience de tes problèmes, et en fait, c'est déjà suffisant, parce que tu dis que tu vas dans le bon sens, versus, non, je fais tout en full anonyme, et on verra. Ouais. Après, voilà, on verra comment les Américains vont nous retirer un peu, parce que finalement... tout ce qu'on fait, de toute manière, dès que les Américains vont décider, ça balaye un peu tout ce qu'on va dire. Voilà. Ok. Et c'est quoi vos actualités, du coup, là, on arrive à la fin. Ouais. Et du coup, c'est quoi vos actualités chez Érable ? Écoute, nous, ça avance bien. On est content. On commence à avoir une vraie traction côté Web 2 plutôt. Ouais. On est vraiment monde réel. C'est assez simple. Hein. On a 6-7 projets prévus pour le premier semestre. Il y en a déjà 4 qui sont validés, 4 ou 5 même. On a un grand enjeu d'avoir des investisseurs. On est en train de racheter une plateforme aussi, Web 2, pour augmenter le nombre de projets. Et là, les grosses actus, on est en train de lancer aussi un produit d'épargne, justement parce qu'aujourd'hui, on permettait d'investir en direct dans des projets ou dans des actifs. Et là, on rentre dans une logique de proposer un produit d'épargne qui allie la DeFi et la ReFi, justement, pour proposer un yield un peu supérieur au livret A, mais tu sais exactement où c'est. Tu as des preuves d'impact qui sont émises de manière périodique, et dedans, il y a des actifs érables, il y a des actifs Ethic-Up, j'en parlais avant, sur les prêts à des agriculteurs, et il y en a d'autres qui vont rentrer, je ne peux pas tous les discloser aujourd'hui, mais l'idée, c'est de se dire... mais on mettra les liens, en tout cas, dans... Et ouais, c'est créer un produit d'épargne un peu sympa, et en fait, avec l'infratech qu'on va développer, sur laquelle on va se baser, ça nous permettra demain de faire des livrets dédiés, donc mobilité durable, agriculture, etc. L'idée étant de permettre à des gens de se positionner sur des secteurs où là, en l'occurrence, de se dire, moi, je veux faire un peu un ETF
de la ReFi en disant c'est quoi le meilleur point d'entrée pour n'importe quel utilisateur qui se dit ok, ça a l'air d'être intéressant la ReFi. Plutôt que de décortiquer chaque projet, je te dis investis dans tous. Ouais. Dans un pool. Investis dans le pool et c'est une bonne porte d'entrée pour que tu rentres dans le sujet et puis après tu verras si tu veux investir plus en direct dans des choses. On est vraiment, en tout cas c'est quelque chose auquel je crois pas mal parce que c'est aussi une manière de fédérer un peu cet écosystème qui commence à grossir et là c'est un des gros sujets et notamment parce qu'on on va lancer notre token un jour ou un autre sur Polygon l'année prochaine donc on a besoin d'attirer de la liquidité et de proposer des choses plutôt sympas et mine de rien dans nos projections on propose mieux que le livret A, bien mieux que le livret A, tu restes liquide et ça c'est vachement bien parce qu'aujourd'hui amener un DeFi investor à investir dans quelque chose où il se lock. Et il me dit, mais mec, moi je suis en train de faire mon DCA sur l'Ether. Qu'est-ce que tu m'embêtes à vouloir investir sur un truc où je vais me loquer pendant 2 ans? Ouais, je vais peut-être gagner de l'argent, mais l'Ether va faire x10. Bon, ok, pourquoi pas, je peux comprendre. Il n'y a pas de mal, quoi. Il y a pas de mal. Mais par contre, nous, on a envie de se positionner comme post-prochain bull run, s'il y a un bull run. On veut être une des alternatives d'épargne sur t'as réussi à take profit au bon moment, maintenant tu veux te sécuriser, foutre tes dollars quelque part et nous on veut que tu les viennes les foutre aussi chez nous parce que en plus tu auras un impact positif. Formidable. Ok. Trop cool. Merci beaucoup, c'était un plaisir d'échanger avec toi. De même. On a vraiment couvert pas mal de sujets, donc c'était bien riche. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. N'hésitez pas à aller regarder ce qu'ils font. Il y aura les liens donc dans la description. Et entre-temps, lançons l'effet domino. Peace. Merci d'avoir partagé avec nous ce moment autour de l'univers passionnant du Web3, des blockchains et des nouvelles technologies. Si tu as aimé ce podcast, je t'invite à le partager autour de toi, tes amis, tes collègues et surtout à nous donner 5 étoiles, lâcher un like et n'oublie pas de t'abonner. Sinon, je te donne rendez-vous la semaine prochaine à 12h. En attendant, n'hésite pas à consommer nos snacks podcasts pour encore mieux comprendre l'univers de la blockchain. Et en attendant, déclenchons l'effet domino. Allez, ciao!